vous avez une augmentation du chômage, vous avez des pertes de revenus au niveau des producteurs et vous avez un bassin de consommation au niveau de la région métropolitaine qui devient beaucoup plus dépendant des importations alimentaires. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Merci pour votre intérêt, pour votre fidélité à cette chaîne. Donc, aujourd'hui, nous allons parler économie. Nous allons parler économie et l'impact de l'insécurité sur la coopération internationale, sur l'économie, sur les petites et moyennes entreprises avec l'économiste Camille Chalmers. Vous qui êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner maintenant et cliquez sur la clochette notification pour ne pas louper le prochain épisode de Entretien 2000. Alors ensemble, mesdames, messieurs, nous allons recevoir l'économiste Camille Chalmers pour parler économie. Monsieur Chalmers, depuis 1er juin 2021, côté que gang yo nan Matissan t'est envahi et grand axe routier route nationale numéro 2. Bon, on est dans plusieurs quartiers, dans plusieurs communes, côté gang yo vraiment prend zone ça en otage. En pile monde dit que insécurité généralisée ça a un impact sur l'économie pays parce que business marché ralenti, donc on est obligé de payer bagay plus cher donc pour transporter ou même en tant que socio-économiste qui analyse de manière générale de situation ça que nous connaissons et dernière année ça yo. Bon, nous sommes un pays qui a traversé une crise économique très sévère et une caractéristique de crise économique ça c'est une crise structurelle. C'est une crise de croissance, donc pratiquement pas de croissance économique du tout depuis un bon temps. Et taux de croissance positif est nettement insuffisant. Okay? Et le deuxième élément fondamental de la crise, c'est une crise d'inégalité. C'est une crise côté que il y a une polarisation extrême de richesse, une polarisation extrême de revenus et une situation côté que vous gagnez des masses considérables de monde qui vivent dans des situations de grande précarité et même parfois qui connaissent des situations de faim. Donc, derniers chiffres ont montré que gagnait à peu près 4,5-4,6 millions haïtiens qui sont dans Gangou. Et c'est un chiffre qui doublait en quelques années. Donc, c'est une situation extrêmement grave qui est caractérisée par plusieurs chocs. Nous prenons choc Covid là, nous prenons choc crise économique internationale là, et je dis nous prenons choc qui est lié à l'augmentation rapide des prix des produits de première nécessité. Et il y a deux vagues d'augmentation. Une première vague en novembre-décembre avec l'augmentation des prix des carburants. Et une deuxième vague en février-mars avec la guerre en Ukraine. Côté spéculateur au niveau mondial, profiter de la guerre en Ukraine pour faire des augmentations considérables de prix. Alors c'est très important pour préciser que ce n'est pas la guerre en elle-même, mais c'est surtout les actions des spéculateurs et structures marché international, par exemple pour l'entreprise comme Cargill, il y a une explosion de profits, n'est-ce pas? Côté que fait beaucoup plus que ce été fait l'année dernière, beaucoup plus que ça a été fait en 2020, côté que effectivement il y a une stratégie spéculateur pour profiter de la crise pour y accumuler davantage de profits. Donc, et nous sommes capables de dire que l'économie haïtienne est une économie qui justement gagne un gros problème en termes d'investissement, donc pas d'investissement public pratiquement, pas d'investissement privé. Et cette situation sécuritaire vient aggraver la question ça parce que vous avez déjà une tendance à ce que capitaux courent quitter le pays, à l'investir en République dominicaine, à l'investir en Amérique du Nord, à l'investir dans d'autres régions. Mais avec la sécurité, encore une fois plus, vous gagnez des flux importants de capitaux qui quittent le pays. Et ça veut dire qu'il y a un impact sur l'emploi. Non seulement vous gagnez une augmentation du chômage, là, mais vous gagnez des masses considérables de jeunes, diplômés ou pas, qui sont sans emploi et qui parfois passent 5-10 ans sans emploi. Donc, c'est une économie qui a besoin de restructurer et qui justement a payé les frais de choix économiques et d'orientation en termes de politique macroéconomique qui fait dans le pays depuis les années 80, qui sont des politiques monétaristes, donc des politiques anti-croissance, des politiques anti-développement, et des politiques qui marginalisaient des secteurs entiers de l'économie nationale. Par exemple, l'économie paysanne, qui pendant presque 2 siècles, c'est les mêmes qui étaient colonnes vertébrales paysans, je veux dire, complètement marginalisées au profit des importations, au profit de l'augmentation de dépendance économique paysan par rapport à l'extérieur. Merci pour belle réalisation offerte. Alors, qui ça, d'après vous-même, comme un socio-économiste qui va analyser les données économiques, qui ça vraiment qui t'a à la base de situation ça? Bon, premièrement, clé crise là, c'est le politique.
c'est la dimension politique, parce que nous gagnons, depuis pratiquement les années 80, la fin des années 80, nous gagnons un affrontement entre deux projets, deux visions d'Haïti. Une vision qui est liée à un Haïti démocratique, un Haïti qui résout un ensemble de problèmes, un Haïti qui construit un État ouvert, un État qui mettait en place une démocratie participative, c'est pas? Un Haïti côté que jeunes ont place, un Haïti côté que les gens capable de parler, exprimer, déplacer sans problème. Et puis en face, il y a un projet qui est contrôlé par les forces dominantes, que ce soit les oligarchies haïtiennes, que ce soit les classes dominantes, que ce soit l'impérialisme américain en particulier, mais les impérialistes en général, qui n'ont même pas du tout d'accord et qui voulaient non seulement annuler toute victoire démocratique que le peuple haïtien réussit à arracher après 1986, mais qui voulaient retourner à un projet de l'État autoritaire. L'État autoritaire, l'État centralisé, l'État concentré. Et on n'a qu'à voir, par exemple, toute attaque qu'a faite sur la Constitution de 87, qui n'est évidemment pas une œuvre parfaite, mais qui était quand même une avancée démocratique, une avancée dans le sens pour construire l'autre État en rupture avec l'État oligarchique. Et dans ce sens-là, si vous regardez le projet de la Constitution élaboré par Jovenel Moïse et ses 5 conseillers, c'est un projet justement de reconcentration du pouvoir autour du président de la République. Et ça qui est extrêmement dramatique, c'est que depuis une année, il a fait payant, fait l'expérimentation de ce pouvoir autoritaire, puisque depuis une année, nous avons seul monde qui seul coq chanté dans le pays, maître des vies et des biens, qui n'a absolument aucune base légale, aucune base constitutionnelle, aucune base de légitimité, et qui, à la fois président de la République, Premier ministre, et qui n'a pas aucune institution de contre-pouvoir qui est capable de questionner, qui est capable de contrebalancer, ça l'a fait. Donc pendant une année, le peuple haïtien a fait une expérimentation de ça que vous voulez imposer nous. Et justement, pour être capable d'imposer nous ça, il a créé un climat de terreur, un climat d'insécurité, un climat à côté que gang a fait la loi au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince, un climat à côté tout le monde peur, côté que la vie sociale est complètement paralysée, on ne peut pas sortir la caillou le soir, la vie économique est paralysée puisque les flux d'approvisionnement et de marchandises, les flux de voyages de personnes, etc., sont pratiquement obstrués avec le phénomène de Martissant et le phénomène de la Croix des Bouquets. Donc, nous avons une situation côté que pays bloqué, et pays bloqué sous la base d'un choc, on a quand même dit un électrochoc, c'est pas? Côté que chaque fois que on a sorti la caille le matin, on ne connaît soit rentrer, si on peut l'enlever, soit pour une balle perdue, etc. Donc, c'est une situation qui est justement propice à imposer nous version de nostalgie du valériste que vous voulez imposer nous à travers le retour à un État autoritaire. Et ça, plus grave, là, il est en train de créer au niveau de la population besoin d'un État autoritaire. Parce qu'en plus, on a dit qu'il faut qu'on ait l'armée, il faut qu'on ait des forces militaires pour craser les gangs, etc. Donc, on demande d'État autoritaire. Et c'est justement le type d'État autoritaire ça a besoin pour reconstruire un pays. Et pourquoi? Parce que c'est seul l'État autoritaire qui est capable d'accomplir le projet économique qu'un impérialiste a pour Haïti. Projet économique qui passait par les zones franches, qui passait par l'industrie minière, qui passait par l'agro-industrie d'exportation. Et l'exemple classique, c'est la décision de Jovenel Moïse, le 8 février 2021, de créer une zone franche dans une zone agricole, Savane-Diane, Saint-Michel de la Talaye, une zone qui a une potentialité en termes de production alimentaire extraordinaire, que est consacrée à produire stevia pour la firme Coca-Cola, donc pour l'exportation. Donc, pour imposer le projet ça, il y a une chose qui est absolument indispensable, c'est le transfert de propriété de l'économie paysanne vers les multinationales. Et on connaît que les Haïtiens ne peuvent pas quitter au printemps dans comme ça. Donc, il faut un État autoritaire, centralisé, qui a une capacité pour être capable d'imposer plan ça. Donc, c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous nous persuadons que le peuple haïtien ne peut pas accepter le projet ça. Le peuple haïtien, aujourd'hui, il est sous choc. Il paraît pratiquement amorphe, mais nous connaissons que ça ne peut pas durer. Que de toutes les façons, cette même volonté de reconstruire le pays, cette même volonté de construire un Haïti démocratique, cette même volonté d'aller de l'avant pour l'État qui sortit complètement de la logique de l'apartheid, de l'exclusion, nous pensons que volonté ça aller là, et là pour reparaître avec un pile force à travers la mobilisation populaire que nous allons vivre dans les prochains mois. Monsieur Chalmers, selon vous, quelle est ou du moins quelle serait
l'impact de l'insécurité généralisée que nous connaissons en Haïti sur la coopération internationale actuellement. L'économie en général et la coopération internationale fonctionnent très mal quand nous sommes dans une zone d'incertitude, puisque il faut planifier sur 2 ans, 10 ans, 15 ans. Pas les accords de coopération sont des accords pluriannuels. Donc quand on est dans une situation d'incertitude, par exemple, personne ne peut dire quand est-ce qu'on aura des élections en Haïti aujourd'hui. On ne sait pas si c'est demain matin, on ne sait pas si c'est dans 6 mois, on ne sait pas si c'est dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc vous avez une situation totale de totale incertitude. Et dans une situation d'incertitude de ce genre, la coopération internationale ne peut pas fonctionner normalement puisqu'il y a un problème d'interlocuteur. Est-ce que le Premier ministre actuel sera encore Premier ministre dans 1 an? Est-ce que le gouvernement qui est là, est-ce qu'il sera encore là dans 2 ans? Est-ce que les choix qui sont faits aujourd'hui par la primature et les ministres, est-ce que ce sont des choix qui sont légitimes? Est-ce que ce sont des choix qui correspondent à la volonté des acteurs? Donc si, par exemple, si nous prenons l'accord signé avec le Fonds monétaire international par M. Ariel Henry jusqu'à 2023, c'est un accord qui risque de ne pas être appliqué au cas où nous avons un changement important à la tête de l'État. Vous voyez? Donc la coopération internationale a besoin d'une vision plus ou moins stable, d'une situation de stabilité, et aussi une situation où il y a au niveau national un minimum d'entente, un minimum de consensus au niveau de quel est le projet de développement, quel est le projet que nous sommes en train de construire. Aujourd'hui, cela n'existe pas, puisque nous avons des autorités illégitimes, illégales, qui ne bénéficient d'aucune base constitutionnelle, et les choix qui sont faits aujourd'hui sont des choix qui, inévitablement, seront remis en question dans quelques mois ou dans quelques années. Selon plusieurs observateurs très avisés, l'insécurité grandissante que nous connaissons actuellement dans le pays a des conséquences sur la croissance économique du pays. Bon, pour certaines personnes, la croissance est vraiment négative. Partagez-vous cet avis, monsieur l'économiste? Bon, l'insécurité crée un environnement d'incertitude. Et les acteurs économiques ont besoin de prévoir, ont besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois ou dans quelques années. Et nous avons des pans entiers de la vie nationale qui sont paralysés. Par exemple, la vie nocturne au niveau de la région métropolitaine, qui mobilisait beaucoup d'artistes, beaucoup d'artisans, beaucoup d'activités. C'est une vie qui est complètement paralysée aujourd'hui. Okay? Si on veut s'amuser, il faut aller au Cap, il faut aller au Caille. Et même aller au Cap et aller au Caille, on ne sait pas où est-ce qu'on va passer parce que les routes sont extrêmement dangereuses. Donc, et les circuits d'approvisionnement sont paralysés. Par exemple, vous avez un bassin de consommation au niveau de Port-au-Prince de 3,5 millions d'habitants. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'aliments qui sont produits dans les greniers d'Haïti qui sont surtout au niveau de la zone sud, Grand'Anse, Nip, sud-est. Beaucoup de ces produits n'arrivent pas à pénétrer le marché de Port-au-Prince, ce qui signifie que ce bassin de consommation de 3 millions s'approvisionne davantage en produits importés. Donc vous avez une augmentation des importations alimentaires, qui dépasse les 700 millions de dollars américains aujourd'hui, et ce qui signifie une augmentation de la dépendance alimentaire et avec un impact dévastateur sur les producteurs. Aujourd'hui, si vous voyez le marché de la Croix des Bouquets, par exemple, au niveau de la Croix des Bouquets, vous aviez l'un des principaux marchés de bétail de la région métropolitaine. C'était à peu près 450-500 cabris vendus par jour. Okay? Aujourd'hui, les éleveurs ne peuvent plus aller vendre leurs cabris au marché de Croix des Bouquets. Donc, vous voyez la situation. Donc, il y a des pertes en termes de revenus, des pertes en termes d'activité économique et des pertes aussi pour les consommateurs de deux niveaux. Non seulement on n'arrive pas à s'approvisionner en biens agricoles qui viennent des provinces, mais également les biens qui sont importés arrivent en province à un niveau beaucoup plus élevé en termes de coûts, beaucoup plus cher. Aujourd'hui, par exemple, le coût de la vie, vous avez vu les derniers chiffres publiés par l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, l'inflation est beaucoup plus élevée dans la région des Cayes qu'à Port-au-Prince. Parce que justement, pour transporter les biens importés vers les Cayes, il faut payer les gangs, on ne peut plus utiliser les circuits normaux de circulation des marchandises. Donc vous avez un dysfonctionnement des circuits économiques, vous avez une augmentation du chômage, vous avez des pertes de revenus au niveau des producteurs
Et vous avez un bassin de consommation au niveau de la région métropolitaine qui devient beaucoup plus dépendant des importations alimentaires. Et comment faire face à une telle situation, M. Camille-Charles? Seules des entreprises de grande dimension avec des stocks importants peuvent faire face à la situation actuelle. Donc les petites et moyennes entreprises en général disparaissent ou bien fonctionnent avec une logique de déficit. Et en plus, cette logique de déficit ne peut pas être palliée par l'accès au crédit dans la mesure où justement les agences bancaires qui fournissent le crédit ne vont pas fournir le crédit dans une situation d'incertitude. Vous voyez, donc les petites et moyennes entreprises paient un coût très élevé dans le cadre de ce problème et nous avons très certainement vécu une disparition du tissu économique national, d'une grande partie du tissu économique national avec la fermeture des petites et moyennes entreprises. Et vous avez aussi le fait que beaucoup d'entrepreneurs sont découragés par la situation actuelle et cherchent à migrer. Et une situation extrêmement importante que nous avons vécue également ces derniers mois, c'est la migration des cadres. Beaucoup d'entreprises que je connais, par exemple, qui ont passé 10 ans, 15 ans à former les cadres moyens, que sur le plan technique que sur le plan administratif, ont perdu 60, 65 jusqu'à 70% de leurs cadres. Non seulement par le phénomène du type TPS, mais par le phénomène de l'insécurité, où beaucoup de gens des couches moyennes vivent dans la terreur et profitent de toutes les occasions pour laisser le pays. Donc vous avez des entreprises qui aujourd'hui ont des capacités techniques amoindries et des capacités de gestion amoindries et qui ont perdu tout l'apprentissage qui a été fait au cours des dernières années. Donc c'est un contexte déliquescent pour les petites et moyennes entreprises et vous avez très certainement un processus de concentration au niveau du tissu économique avec la disparition de beaucoup d'entreprises de moyenne capacité. Nous venons d'évoquer les conséquences des gangs sur l'économie, sur les petites et moyennes entreprises, sur la vie en général en Haïti. Alors, comment résoudre cette crise, monsieur l'économiste? Pensez-vous que le gouvernement peut faire quelque chose pour remédier à la situation que nous connaissons actuellement? Bon, la solution est d'abord politique. Il faut d'abord que nous ayons un changement extrêmement important au niveau de la direction gouvernementale. Il faut absolument mettre en place un mécanisme de transition qui nous rapproche de l'architecture constitutionnelle, parce que là, on est tout à fait en dehors de la Constitution de 87. Donc, il faut recréer les bases pour revenir à une ambiance constitutionnelle établie, légale. Et ceci doit se faire dans le cadre d'une large concertation entre les forces politiques et sociales. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies puisque nous avons un pouvoir qui est monopolisé par une branche politique précise, qui est le PHTK et ses alliés. Et le PHTK, aujourd'hui, poursuit le même plan qui avait été mis en œuvre avec Martelly et Jovenel Moïse, qui est un plan justement de déstructuration de l'architecture de la Constitution de 87 pour revenir à un État autoritaire. Donc il faut absolument sortir de cette dynamique. Il faut avoir une direction politique qui puisse s'établir sur la base de confiance de tous les secteurs et sur la base de cette confiance, rétablir les mécanismes de discussion qui permettent d'organiser la transition sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan politique. Et sur le plan politique, l'un des éléments clés, c'est la question sécuritaire, parce qu'aujourd'hui, il était possible de penser à des élections sérieuses sans une réduction significative du niveau de sécurité. On ne voit pas comment un candidat, par exemple, va faire campagne aujourd'hui à Cité-Soleil, à Grand Ravine, etc. Il faut avoir une ambiance de circulation, une ambiance de débat, une ambiance apaisée. Et pour ceci, il faut que ça soit réalisé à travers la concertation politique et aussi couper les liens qui existent entre le pouvoir central et le milieu des gangs. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir central qui est très proche des milieux mafieux, très proche des gangs qui terrorisent la population, et c'est justement leur force principale. Leur force principale, c'est qu'il y a un approvisionnement illimité en armes de guerre, un approvisionnement illimité en munitions,
et aussi ils bénéficient d'une très grande impunité. Nous avons vu par exemple la passivité des responsables de l'État face aux massacres qui ont eu lieu dans la zone de Croix-des-Bouquets et plus récemment de la zone de Cité-Soleil. Pour prendre un exemple, même si la police n'a pas tous les moyens pour combattre les gangs, l'autorité étatique a la responsabilité de mobiliser la nation contre ce climat d'insécurité. Il est très important que, disons, la gravité de la crise actuelle conduise à repenser complètement les rapports entre Haïti et la communauté internationale et les rapports en particulier avec la mission onusienne. C'était un grand plaisir et d'accord. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cet épisode. Donc, dans cet épisode, nous avons analysé avec l'économiste Camille Chalmers l'impact de l'insécurité sur l'économie, sur les petites et moyennes entreprises, sur la coopération internationale. Merci encore une fois d'avoir suivi l'épisode jusqu'à la fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Entretien 2000. Restez sur la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et partager nos contenus. Merci beaucoup encore une fois.